il y a une question que les généticiens débattent discrètement dans des laboratoires à Harvard, à Tel Aviv et à Jérusalem. Pas en conférence de presse, pas dans les gros titres, mais dans des pièces fermées avec des ensembles de données qui remettent en cause tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire humaine. Les scientifiques ont pris l'ADN du peuple juif, l'une des plus anciennes civilisations continues de la planète, et l'ont comparé à toutes les grandes civilisations anciennes qui ont existé. Les Égyptiens, les Romains, les Babyloniens, les Grecs, les Perses, les Phéniciens, des dizaines de populations anciennes, des milliers d'années d'histoire humaine, et une seule civilisation ancienne est revenue comme correspondance. Une seule, et ce que cette correspondance révèle va changer complètement votre façon de comprendre l'identité, l'histoire et la nature même du temps. Quelque chose d'étrange se produit quand on séquence de l'ADN ancien et qu'on commence à le comparer entre civilisations. Les données ne se comportent pas comme les historiens l'avaient prévu. Des empires qui semblaient dominants, des cultures qui paraissaient éternelles, des lignées censées durer. Beaucoup d'entre elles disparaissent tout simplement du registre génétique. Elles sont absorbées, remplacées ou diluées au point de devenir méconnaissables au fil des siècles, jusqu'à ce que le fil biologique qui relie les vivants aux anciens se rompe. C'est ce qui est arrivé à la plupart des grandes civilisations de l'Antiquité. Leurs langues ont disparu, leurs religions se sont transformées, leurs gènes se sont dissous dans les populations voisines. Les personnes qui se disent descendantes de ces mondes anciens n'y sont souvent liées que partiellement, métaphoriquement ou culturellement. La biologie raconte une autre histoire. Mais il y a une exception. Une population vers laquelle les données génétiques continuent de pointer, vers les mêmes coordonnées ancestrales. Un groupe dont l'ADN, lorsqu'on le compare aux populations anciennes du Levant, du Canaan de l'âge du bronze et du Proche-Orient de l'âge du fer, produit un signal si constant, si fort sur le plan statistique, que plusieurs équipes de recherche indépendantes sur différents continents et à différentes décennies sont arrivées à la même conclusion. Et cette population, c'est le peuple juif. Mais c'est là que les choses se compliquent, et c'est là que la plupart des gens arrêtent de lire parce que la vraie science est bien plus complexe, bien plus extraordinaire et bien plus controversée que ce qu'un titre peut contenir. Revenons au début. Pas au début du peuple juif, mais au début de la science. Au début des années 90, la génétique des populations était encore un domaine relativement jeune. Les chercheurs commençaient à peine à comprendre que l'ADN pouvait servir non seulement à identifier des individus, mais aussi à retracer des schémas migratoires entiers, des réseaux anciens de parenté et des histoires de populations remontant sur des milliers d'années. Le génome humain, avec ses milliards de paires de bases, s'est révélé être une sorte d'archive, un registre biologique de chaque événement démographique, de chaque migration, de chaque goulot d'étranglement, de chaque mélange qu'un groupe humain avait connu pendant des millénaires. Et les scientifiques ont compris quelque chose de profond. Si l'on savait lire correctement cette archive, on pouvait, en théorie, reconstituer d'où venait un groupe, qui était l'un de ses parents anciens, et si les récits historiques transmis pendant des générations étaient génétiquement réels ou génétiquement mythologiques. Le peuple juif offrait un cas d'étude particulièrement fascinant. On avait là une population dispersée dans le monde entier pendant près de 2000 ans. Après la destruction du Second Temple par Rome en l'an 70 de notre ère, qui a envoyé les communautés juives dans ce qu'on a appelé la diaspora, les Juifs ashkénazes se sont installés en Europe centrale et orientale. Les Juifs séfarades se sont installés en Espagne, au Portugal, puis plus tard en Afrique du Nord et dans l'Empire ottoman. Les Juifs Mizrahim sont restés au Moyen-Orient et en Perse. Les Juifs yéménites se sont développés dans un isolement presque total sur la péninsule arabique. Et pourtant, toutes ces communautés ont gardé une identité commune, une tradition religieuse commune, et c'est le point crucial, l'affirmation d'une origine ancienne commune. La question était la suivante. L'ADN pouvait-il vraiment confirmer cette affirmation? Le premier grand signal n'est pas venu de l'ADN autosomal, mais d'un fil très précis de preuves génétiques, le chromosome Y, la lignée paternelle. En 1997, le docteur Karl Skorecki
et une équipe de chercheurs ont publié une étude dans la revue Nature, avec une idée en apparence simple. La tradition juive soutenait que les Kohanim, la caste sacerdotale du judaïsme descendant d'Aaron, le frère de Moïse, avaient conservé une lignée patrilinéaire ininterrompue pendant plus de 3000 ans. Aucun document, aucun registre écrit de transmission génétique, seulement une tradition orale transmise de père en fils pendant plus de 3 millénaires, à travers l'exil, la persécution et la destruction complète des institutions physiques qui donnaient un sens à cette classe sacerdotale. Les chercheurs voulaient savoir si cette affirmation était biologiquement réelle, ce qu'ils ont trouvé a stupéfié la communauté scientifique. Les Kohanim, qu'ils soient des Juifs ashkénazes en Pologne, des Juifs séfarades au Maroc ou des Juifs mizrahim en Irak, partageaient un profil de chromosome Y étonnamment similaire. Une signature génétique précise, connue aujourd'hui sous le nom d'haplotype modal Cohen. Réfléchissez à ce que cela signifie. Ces communautés étaient séparées depuis des siècles. Beaucoup ne s'étaient jamais rencontrés. Beaucoup parlaient des langues différentes, suivaient des coutumes légèrement différentes et vivaient dans des contextes culturels entièrement différents. Et pourtant, les données du chromosome X pointaient vers un ancêtre paternel commun. Un ancêtre masculin commun qui, selon les calculs, vivait il y a environ 3200 ans, dans l'ancien Proche-Orient. La version élargie de cet haplotype modal Cohen, affinée dans les décennies suivantes grâce à des outils génétiques beaucoup plus sophistiqués, représente près de 30% des chromosomes Yamirtz des Kohanim dans les grandes communautés juives du monde entier. Elle est pratiquement absente des populations non juives, et elle remonte au même corridor géographique, le Levant, la région qui comprend l'Israël actuel, les territoires palestiniens, le Liban et des parties de la Syrie et de la Jordanie. Mais ce n'était que le début, car le chromosome X1 ne raconte que la lignée paternelle, un fil très étroit. Les scientifiques voulaient l'image complète. Ils voulaient savoir ce que révélerait l'ADN autosomal, l'ADN hérité des deux parents, représentant l'ensemble de l'héritage génétique d'une population, lorsqu'on le comparerait aux civilisations anciennes. Et c'est là que la recherche est entrée dans une nouvelle phase, bien plus complexe et bien plus révélatrice. Au cours des années 2000 et des années 2010, les progrès de l'extraction d'ADN ancien ont transformé le champ des possibles. Les chercheurs pouvaient désormais séquencer les génomes d'individus morts depuis des milliers d'années. Des agriculteurs de l'âge du bronze, des guerriers de l'âge du fer, des habitants de villes anciennes et comparer ces génomes anciens à des populations modernes avec une précision statistique auparavant inimaginable. Le domaine de l'archéogénétique est né, et il a commencé à démanteler les récits historiques conventionnels, un jeu de données génétiques après l'autre. Plusieurs grands centres de recherche, le laboratoire d'ADN ancien de Harvard, dirigé par le généticien David Reich, l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive à Leipzig, l'Institut Weizmann des sciences, l'Université de Tel Aviv et l'Université hébraïque de Jérusalem ont commencé à cartographier de manière systématique le paysage génétique de l'ancien Levant. Ils ont fouillé des sites dans l'actuel Israël, au Liban, en Jordanie et dans les territoires non palestiniens. Ils ont extrait de l'ADN de 93 individus anciens dont les restes couvraient une période allant d'environ 2400 avant notre ère à 900 avant notre ère, depuis le début de l'âge du bronze jusqu'à l'âge du fer. Ils ont analysé, croisé et modélisé ces génomes anciens par rapport à des populations modernes à l'aide de cadres statistiques si rigoureux que les résultats ont été publiés dans plusieurs revues scientifiques à comité de lecture. Et voici ce que les données ont montré. Les anciens Cananéens, les habitants de l'âge du bronze du sud du Levant, la population qui correspond, sur le plan archéologique et historique, au monde dans lequel s'inscrivent les récits bibliques de l'ancien Israël, ont laissé une empreinte génétique, une signature ancestrale spécifique et identifiable. Et lorsque les chercheurs ont comparé cette empreinte cananéenne ancienne à l'ADN de populations modernes du monde entier, les résultats ont créé une hiérarchie de proximité génétique. La plupart des populations ont montré un lien minimal.
Les anciens Cananéens s'étaient simplement trop éloignés, géographiquement et dans le temps, de populations comme celles d'Europe du Nord ou d'Asie de l'Est pour qu'un chevauchement génétique important puisse apparaître. Mais lorsque les chercheurs ont comparé le génome cananéen ancien aux populations juives modernes, à toutes les populations juives de toutes les grandes communautés de la diaspora, le lien était indéniable. L'ascendance partagée dépassait 50%. Plus de la moitié de l'héritage génétique des communautés juives modernes remonte à ces populations levantines de l'âge du bronze. Cela était vrai que la communauté juive concernée ait passé les 1000 dernières années en Allemagne, au Maroc, en Irak ou au Yémen. Relisez cela, plus de 2000 ans de séparation géographique. Et le signal ancestral persistait à ce niveau d'intensité. Mais c'est là que cela devient encore plus intéressant et plus controversé. Car la science ne raconte pas une histoire simple et nette. Elle raconte une histoire compliquée, stratifiée, historiquement dense, qui remet en cause à la fois ceux qui voudraient utiliser la génétique pour faire de grandes affirmations nationalistes et ceux qui voudraient l'utiliser pour nier entièrement les liens anciens. L'étude de la génétique ashkénaze, l'histoire génétique des Juifs dont les ancêtres se sont installés dans la vallée du Rhin, à l'ouest de l'Allemagne, vers le Xe siècle de notre ère, puis se sont répandus en Europe centrale et orientale, révèle une population qui est, selon les modèles scientifiques, une mosaïque, un mélange génétique. Les analyses les plus complètes, y compris la grande étude de 2024 et 2025 menée par des généticiens de l'Université hébraïque de Jérusalem et de la Harvard Medical School, la plus grande étude d'ADN ancien jamais menée sur des individus juifs, ont modélisé le génome ashkénaze comme contenant entre 37 et 65 d'ascendance sud-européenne, avec un noyau ancestral moyen-oriental. Le goulot d'étranglement médiéval, une période du 14e siècle où les populations juives ashkénazes ont été décimées par les persécutions, la peste et les expulsions forcées, a réduit cette population à un groupe fondateur remarquablement petit, créant les schémas génétiques que nous observons aujourd'hui. Pensez à ce que cela signifie pour la question de l'identité et de l'ascendance. Le génome juif ashkénaze n'est pas une transmission pure venue de l'Antiquité. Il porte les échos génétiques des populations européennes, parmi lesquelles les Juifs ashkénazes ont vécu, commercé et, malgré une forte endogamie culturelle, se sont inévitablement en partie mêlés au fil des siècles. Ce n'est pas un secret. C'est de la science et c'est réellement complexe. Mais voici ce à quoi la communauté scientifique revient sans cesse, ce qui rend l'histoire génétique juive différente de presque toute autre histoire de population du monde antique. Le noyau ancestral moyen-oriental n'a jamais disparu. Peu importe la communauté juive que l'on analyse, peu importe son éloignement géographique, peu importe le nombre de siècles qui la séparent de la terre ancestrale, le signal levantin persiste. Selon des sources bien informées au sein de la communauté de l'archéogénétique, ce niveau de persistance ancestrale à travers une distance géographique et temporelle aussi extrême est, dans l'histoire de la génétique des populations humaines, réellement rare. Comparez cela à ce qui est arrivé à d'autres civilisations anciennes. Les anciens Égyptiens de l'époque pharaonique, les bâtisseurs des pyramides, les adorateurs de Ré et d'Osiris. La civilisation qui a inventé l'écriture, en même temps que la Mésopotamie, ont laissé un registre génétique. Mais la population moderne de l'Égypte porte une importante contribution génétique, issue de migrations ultérieures, notamment d'Afrique subsaharienne pendant la période médiévale et de populations arabes après les conquêtes islamiques du 7e siècle. La continuité ancestrale est partielle, complexe et démographiquement interrompue. Les anciens Romains, fondateurs de la tradition juridique occidentale, bâtisseurs d'un empire qui s'étendait de la Bretagne à la Mésopotamie, ont eux aussi laissé un héritage génétique fragmenté. La population moderne de l'Italie porte la signature de plusieurs vagues migratoires ultérieures, et le profil génétique spécifique de l'aristocratie romaine du 1er siècle avant notre ère ne peut pas être suivi clairement dans une seule population moderne. Les anciens Grecs, les Perses, les Babyloniens, les Phéniciens,
Toutes les civilisations ont connu ce que les généticiens appellent des événements de mélange d'une telle ampleur que le signal ancestral, bien que parfois détectable, n'est ni unique, ni persistant, ni principalement identifiable dans un seul groupe moderne. L'histoire génétique juive est différente, et cette différence tient à un mécanisme culturel précis: l'endogamie, la pratique du mariage à l'intérieur de la communauté, non pas comme doctrine raciale, mais comme norme religieuse et sociale, une norme que les communautés juives ont maintenue avec des degrés variables de rigueur pendant toute la période de 2000 ans de la diaspora. Cette endogamie, combinée à la petite taille de nombreuses communautés de la diaspora, a créé ce que les généticiens appellent un effet fondateur à l'échelle d'une civilisation. La diversité génétique au sein des populations juives est plus faible que dans les populations voisines. Certaines variantes génétiques sont très surreprésentées, et le signal ancestral de l'ancien Levant, malgré tout ce que l'histoire a infligé à ces communautés, est resté codé dans le génome de leurs descendants. Ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est toute l'ampleur de ce que cela implique pour notre compréhension de l'histoire humaine. Nous sommes habitués à penser l'identité comme quelque chose de principalement culturel, linguistique ou religieux. Et pour la plupart des populations à travers l'histoire, ces marqueurs culturels se sont détachés avec le temps de leurs origines biologiques ancestrales. Les langues changent, les religions se diffusent au-delà de leur communauté fondatrice. Les civilisations sont conquises et absorbées. Mais le cas juif présente quelque chose que les sciences humaines rencontrent rarement: une population dont l'identité biologique, culturelle, religieuse et ancestrale a maintenu un degré mesurable de cohérence pendant environ 3 à 4 000 ans d'histoire continue. L'ADN n'est pas toute l'histoire. L'ADN ne peut pas vous dire ce que signifie être juif, mais il fait quelque chose d'aussi étonnant: il confirme que les personnes qui racontent cette histoire sont, d'une manière significative et scientifiquement mesurable, liées aux personnes qui l'ont racontée en premier. Et c'est là que tout change. Car la science ne s'arrête pas à confirmer la continuité. Elle va plus loin. Elle devient plus détaillée. Elle devient précise d'une manière qui a des implications immédiates pour l'histoire, l'archéologie et la question de l'identité ancienne débattue depuis des siècles. L'étude de 2005 sur l'ADN mitochondrial menée par Joseph Livni et Karl Skorecki. Le même Skorecki qui a codécouvert l'haplotype modal Cohen près de 3 décennies plus tôt, a examiné les lignées maternelles de la population juive ashkénaze sous un angle méthodologique nouveau. Les chercheurs précédents débattèrent de savoir si la population fondatrice maternelle du judaïsme ashkénaze était principalement levantine ou principalement européenne. Certaines études avaient suggéré que les lignées maternelles ashkénazes venaient en grande partie de femmes européennes qui s'étaient converties ou avaient été intégrées dans des communautés juives dans l'Europe médiévale. C'était une conclusion controversée. L'étude de 2025 a abordé cette question directement, en développant une nouvelle manière de distinguer les lignées maternelles fondatrices, celles qui appartenaient à la communauté levantine d'origine, et les lignées absorbées, entrées dans la population plus tard. La conclusion était précise et frappante. Moins de 15% des individus de l'échantillon maternel ashkénaze portaient des lignées absorbées. La majorité de l'ascendance maternelle ashkénaze remonte à un groupe fondateur d'environ 54 lignées matrilinéaires originelles. Et ces lignées fondatrices ne soutiennent pas l'hypothèse d'une origine maternelle principalement européenne. La vraie histoire ne porte pas seulement sur l'origine de l'ADN juif. La vraie histoire porte sur ce que l'ADN peut et ne peut pas prouver, et sur ce qui arrive lorsque les données génétiques anciennes entrent en collision avec la réalité politique moderne. Car la même tradition de recherche qui confirme les liens ancestraux juifs avec l'ancien Levant révèle aussi, avec la même rigueur, que les Palestiniens modernes portent eux aussi un noyau ancestral principal, dérivé de ces mêmes populations levantines de l'âge du bronze, à des taux allant de 81 à 87% dans certaines analyses. La Terre ancienne n'était vide avant l'arrivée d'aucun groupe particulier. Le registre génétique montre une habitation humaine continue, une présence démographique continue et une ascendance profonde,
partagé entre plusieurs communautés modernes qui se trouvent aujourd'hui dans un profond conflit politique. L'ancien cananéen n'a pas été l'ancêtre exclusif d'un seul groupe moderne. L'ancien cananéen est, dans un sens très réel, l'ancêtre partagé de plusieurs peuples qui contestent aujourd'hui la même géographie. Ce n'est pas du chaos, c'est de l'histoire. Et l'histoire est rarement aussi nette que l'exige un récit politique. Selon des sources bien informées au sein de la communauté de recherche sur l'ADN ancien, la découverte la plus importante de la dernière décennie dans l'archéogénétique du Levant n'est pas de savoir qui a le droit le plus fort sur la Terre. C'est une question politique, et l'ADN ne peut pas répondre aux questions politiques. La découverte la plus importante est que l'ancien Levant était, dès les premières périodes de la civilisation humaine, une zone d'un dynamisme génétique extraordinaire. Les populations y circulaient. Les populations s'y mélangeaient. Les individus de l'âge du bronze, dont les restes ont été fouillés sur des sites de l'actuel Israël, de la Cisjordanie, du Liban et de la Jordanie, étaient déjà eux-mêmes des mosaïques génétiques, des mélanges d'anciens agriculteurs néolithiques du Levant et de migrants apparentés à des populations des monts Zagros, dans l'actuel ouest de l'Iran. Les soi-disant cas atypiques de Megiddo, 3 individus enterrés ensemble sur l'ancien site de Megiddo, dont les génomes montraient une ascendance liée au Caucase nettement plus forte que celle de leurs voisins, suggèrent que des vagues migratoires venues du nord-est continuaient d'arriver dans la région, jusqu'à la fin du 2e millénaire avant notre ère. Le monde ancien n'était pas un monde de population statique, c'était un monde de mouvements constants, de mélanges constants et de transformations constantes. Ce qui rend l'histoire génétique juive remarquable dans ce contexte, ce n'est pas la pureté. Une telle chose n'existe pas en génétique humaine. Ce qui la rend remarquable, c'est la persistance. Le fil tiré de l'ancien Canaan et de l'ancien Proche-Orient, effiloché par le temps, épaissi par les mélanges, aminci par les persécutions et les goulots d'étranglement démographique, court pourtant sans interruption de l'Antiquité jusqu'au présent, d'une manière que les données génétiques peuvent encore détecter, mesurer et confirmer. Considérez la spécificité géographique du signal ancestral. L'aplogroupe J, en particulier J1 et J2, les lignées du chromosome X les plus fortement associées aux anciennes populations sémitiques et à l'ancien Levant, apparaît dans les communautés juives du monde entier à des fréquences incompatibles avec le hasard. L'aplogroupe J1, parfois appelé marqueur sémitique, atteint sa plus forte fréquence et sa plus grande diversité génétique dans l'ancien croissant fertile, en Irak et dans la chaîne des Zagros à l'ouest de l'Iran, puis s'étend vers l'ouest et le sud à travers le Levant. On le trouve dans les communautés ashkénazes, séfarades et mizrahim. On le trouve chez les Kohanim à des concentrations extraordinaires. Et la soulignée précise connue sous le nom de JP58, ancestrale à l'haplotype modal Cohen, remonte dans le registre archéogénétique à un ancêtre masculin ayant vécu il y a environ 3200 ans au Proche-Orient, une date qui correspond, dans les marges d'incertitude de la datation génétique, à la période que la tradition biblique associe à la formation de la classe sacerdotale israélite ancienne. La précision de cette correspondance mérite qu'on s'y arrête. La datation génétique n'est pas exacte. Elle fonctionne à l'aide de modèles statistiques, de calculs de taux de mutation et de modélisation de population qui comportent des marges d'incertitude. Et pourtant, des équipes de recherche indépendantes utilisant des méthodes différentes ont, à plusieurs reprises, convergé vers des dates et des coordonnées géographiques qui s'alignent sur le registre historique et archéologique de l'ancienne civilisation israélite dans le sud du Levant. Cet alignement n'est pas une preuve de la vérité littérale d'un récit biblique particulier, mais il est, dans le langage de la science, ce que les chercheurs appellent concordant. Les résultats génétiques sont concordants avec la formulation historique du peuple juif comme descendant des anciens Hébreux et Israélites installés dans le Levant. Ce ne sont pas les mots d'un théologien. Ce sont les mots de scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture et fondés sur l'analyse de milliers d'échantillons d'ADN provenant de toute la diaspora juive. Mais voici la question à laquelle la science ne peut pas répondre.
et qu'aucune quantité de séquençage génétique ne résoudra jamais. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie qu'une population puisse porter la signature biologique de sa terre ancestrale pendant 3000 ans tout en vivant en exil? Qu'est-ce que cela signifie que le génome humain soit capable de conserver, sur des centaines de générations, les coordonnées géographiques de l'origine d'une civilisation? Qu'est-ce que cela signifie que le même sang, modifié par le temps, mélangé à l'ADN de dizaines d'autres populations, compressé par des goulots d'étranglement et élargi par des migrations, puisse encore, dans un laboratoire du 21e siècle, remonter à travers les millénaires jusqu'à une bande précise de terre sur la côte orientale de la Méditerranée? Ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est que cette question ne concerne pas seulement l'histoire juive. Elle concerne ce qu'est réellement l'identité humaine. Elle concerne la relation entre la biologie et le sens. Elle concerne la question de savoir si les récits que les communautés racontent sur elles-mêmes, récits d'origine, d'alliance, de descendance et de retour, ne sont que des constructions culturelles, ou s'ils peuvent porter, codés dans la chimie même du corps, quelque chose de plus durable, de plus persistant et de plus mystérieux que ce que nous savons aujourd'hui comprendre pleinement. La science avance plus vite que le cadre philosophique capable de la contenir. Chaque nouvelle étude d'ADN ancien ajoute des données. Chaque nouvel article de génétique des populations affine le modèle. Et chaque affinement confirme ce que l'on soupçonnait déjà, tout en ouvrant de nouvelles questions auxquelles personne ne sait encore répondre. L'étude, celle de 2024, la plus grande étude d'ADN ancien d'individus juifs jamais réalisée, publiée par des chercheurs de l'Université hébraïque et de la Harvard Medical School, a révélé des sous-groupes génétiques inattendus au sein de la communauté juive, ashkénaze médiévale d'Erfurt, en Allemagne. La population ashkénaze médiévale, en réalité, était plus diversifiée génétiquement que ses descendants modernes. L'événement fondateur, le goulot d'étranglement qui a façonné la génétique ashkénaze moderne, est venu après la période médiévale, pas avant. Cela signifie que l'histoire génétique de l'ascendance juive est encore en train de s'écrire. De nouvelles fouilles apportent de nouveaux restes anciens. De nouvelles technologies de séquençage extraient des données génétiques à partir de matériaux biologiques autrefois considérés comme trop dégradés pour être analysés. Et de nouvelles méthodes informatiques permettent aux chercheurs de modéliser les populations ancestrales avec un niveau de résolution qui relevait de la science-fiction il y a 20 ans. Ce qui vient ensuite ne va pas simplifier l'histoire. Si quelque chose se dessine, c'est plutôt une complexité plus grande, plus de nuances et une profondeur historique plus grande que ce qu'un seul récit, génétique, religieux, nationaliste ou autre, a été capable de contenir jusqu'à présent. Voici ce que nous savons, dit clairement, sans la déformation d'un agenda ni la simplification d'une idéologie. Les scientifiques ont comparé l'ADN juif à travers les communautés ashkénazes, séfarades, mizrahim, yéménites et d'autres encore, aux populations anciennes du Levant, aux Cananéens de l'âge du bronze, aux habitants de l'âge du fer du sud du Levant et à des dizaines d'autres civilisations de l'Antiquité. Ils ont utilisé les outils génétiques les plus sophistiqués disponibles. Ils ont publié leurs résultats dans les revues scientifiques à comité de lecture les plus rigoureuses au monde. Et les données ont produit un signal constant à travers les études, les méthodes et les équipes de recherche, sans affiliation institutionnelle commune, ni agenda idéologique partagé. Le lien ancestral entre les communautés juives modernes et les populations anciennes du Levant est, dans le cadre de ce que la génétique peut mesurer, réel. Ce n'est pas la seule histoire que racontent les données. Ce n'est pas une histoire simple ni nette. Et cela ne résout pas les questions politiques que différentes tierces parties ont tenté d'y accrocher. Mais ce lien est là, codé dans le génome, persistant à travers les millénaires, survivant à l'exil, à la persécution, à la dispersion et à tout ce que les 2000 dernières années d'histoire ont pu lancer contre un peuple. Et la civilisation ancienne qui correspondait? Ce n'étaient ni les Égyptiens, ni les Romains, ni les Grecs, ni les Perses, ni les Babyloniens. C'était la population de l'Ancien Levant.
Les habitants de l'âge du bronze et de l'âge du fer d'une étroite bande de terre le long de la côte orientale de la Méditerranée. Une civilisation connue de l'histoire sous de nombreux noms. Cananéenne, israélite, judéenne, levantine, mais connue de la génétique par une seule signature, constante et mesurable. Et cette signature réapparaît 3000 ans plus tard dans des communautés juives sur 6 continents. Que nous dit cela sur la nature de l'identité? Sur la relation entre un peuple et la terre d'où il est issu? Sur ce qui persiste chez les êtres humains à travers les plus longues durées de l'histoire écrite? Sur la question de savoir si le passé est vraiment passé ou s'il continue à vivre, littéralement, biochimiquement, de façon mesurable, dans les corps de ceux qui sont venus après. La science nous a donné de nouvelles données. Elle ne nous a pas donné de nouvelles réponses. Les questions sont plus vastes que jamais. Et la prochaine découverte, la prochaine fouille, la prochaine séquence génomique, le prochain crâne ancien sorti de terre et analysé dans un laboratoire peut changer tout ce que nous pensions comprendre. Ou elle peut simplement confirmer, une fois de plus, que certains fils, une fois tirés du tissu de l'histoire humaine, ne peuvent pas être brisés. Ils peuvent seulement être suivis à rebours dans le temps, plus profondément dans le passé, vers une origine dont la biologie se souvient même lorsque les livres d'histoire se taisent. Les données sont là. La correspondance est confirmée. Mais la signification de cette correspondance, cette question-là reste ouverte. Et c'est peut-être la question la plus importante de notre époque.